C'est l'ex-guitariste du groupe Téléphone, Louis Bertignac, qui signe la musique de ce documentaire sur un texte du journaliste Daniel Pseny, qui n'est autre que le co-réalisateur de ce film exclusif et bouleversant, consacré aux attentats du 13 novembre 2015, avec, 10 ans plus tard, cette lancinante question: la menace terroriste djihadiste est-elle encore et toujours à l'ordre du jour dans notre pays? Nous allons en débattre maintenant avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc. Jean-François Ricard est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes magistrat. Après la création du parquet national antiterroriste en 2019, vous avez été le premier procureur de la République antiterroriste entre 2019 et 2024. Et vous êtes le co-auteur de ce livre, Antiterrorisme, la traque des djihadistes, un ouvrage coécrit avec le politologue Gilles Kepel et publié tout récemment chez Plomb. Anne-Clémentine Larocque est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes historienne, spécialiste de l'idéologie islamiste et auteur de ce livre, Le trou identitaire, sur la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam, publié aux presses universitaires de France. Et puis enfin avec nous Vincent Nouzille. Bienvenue à vous, Vincent Nouzille. Vous êtes journaliste d'investigation, auteur chez Fayard de Erreur fatale. Comment nos présidents ont failli face au terrorisme. Vous avez suivi l'ensemble du procès V13. V13, c'était le nom de code donné à l'enquête liée aux attentats du 13 novembre 2015 et aussi celui de la série documentaire que vous avez consacrée à ces attentats et que nous avons eu le plaisir, c'est vrai, de proposer voilà maintenant quelques années dans cette même émission Débat Doc. On va commencer avec vous, Vincent Nouzille, parce que après ce film poignant, bouleversant, avec ces formidables témoignages sur la base des images tournées par le journaliste Daniel Pseny au moment même de ces attentats. Mais ce qui n'est pas dit dans ce documentaire, mais ce n'était pas l'objet de ce film, c'est comment ont été organisés ces attentats, comment ont été organisés ces attentats du 13 novembre. C'est une organisation qui part de Raqqa, la capitale politique de l'État islamique à l'époque, et qui se projette finalement en Europe, et en l'occurrence à Bruxelles, avec une antenne installée à Bruxelles. Racontez-nous tout de même cela pour bien recontextualiser ce qu'ont été ces attaques terroristes du 13 novembre. Donc la nuit du 13 novembre, c'est une série d'attentats multisites organisés et planifiés depuis plus d'1 an par une cellule spéciale, les opérations extérieures de l'AMNIAT. L'AMNIAT, c'était l'organe de sécurité de l'État islamique, donc régnant, si je peux dire, sur la Syrie et l'Irak, tout moins les portions qui avaient été prises par l'État islamique. Donc à Raqqa, effectivement, c'était un petit peu le quartier général. Et là, il y avait une équipe qui a recruté un certain nombre de personnes qui étaient venues d'Europe, principalement des Belges, mais souvent d'origine marocaine, des Algériens, des Tunisiens et d'autres, et des gens d'origine française. Et elle les a envoyés à partir de l'été de 2015, profitant un petit peu de la vague des migrants. La fameuse crise migratoire, c'est comme ça qu'on l'a appelé, voilà. 2015. Et ils sont arrivés par plusieurs routes entre le mois de juillet, et le mois d'octobre, venant par l'Allemagne, l'Autriche, etc. Et c'est une équipe à Bruxelles qui était essentiellement composée de plusieurs fratries. Il y avait les frères Bakraoui, les frères Abdeslam, dont Salah Abdeslam, qui est devenu le survivant des commandos du 13 novembre. Et puis, ils ont réuni tous ces gens-là à Bruxelles. Et puis, le 12 au soir, est parti dans ce que l'un d'entre eux a appelé le commando de la mort, dans 3 voitures, sont venus en région parisienne, ont loué 2 planques dans lesquelles ils ont préparé les ceintures d'explosifs et les armes, et ils se sont ensuite répartis en 3 voitures, l'une au Stade de France, qui a commencé peu après le match France-Allemagne, le match qui se jouait là-bas, avec 1 mort et plusieurs dizaines de blessés. Les attaques des terrasses qui ont commencé quasiment concomitamment. Donc il y avait une forme de planification, de cette coordination de cette action, avec plusieurs terrasses et là plusieurs dizaines de morts. Et puis le Bataclan, dont les premiers coups de feu et rafales de Kalachnikov interrompent le concert de Eagle of the Death Metals à 21h42. On sait que l'un des policiers est intervenu très rapidement pour enrayer cette tuerie et qu'ensuite il y a eu cette prise d'otage qui s'est conclue par l'assaut du Bataclan après minuit. Donc on a trois zones d'action et ces commandos dont certains ont essayé ensuite de s'évader. Salah Abdeslam, lui, est reparti en Belgique
et le coordinateur sur place des actions, Abdelhamid Abaoud, qui lui a été, comme on le sait, neutralisé à Saint-Denis. Et puis on n'en aura pas fini avec cette cellule en Europe, puisque il faut tout de même rappeler qu'après ces attentats parisiens, le 22 mars 2016, il y aura les attentats à Bruxelles. Et cette fois, 32 morts, à la fois à l'aéroport de Bruxelles et dans un métro bruxellois. Et c'est cette même cellule qui officiait du côté belge, cette fois, après les attentats du 13 novembre en France. Ce sont des attaques dites exogènes. On est projeté, on se projette de l'extérieur, comme l'a très bien expliqué Vincent Nouzille, depuis un territoire existant. Est-ce que ce type d'attaque est encore possible 10 ans après, ou est-ce que cette menace a été tout de même relativement évacuée, compte tenu de l'évolution du contexte, y compris géopolitique aujourd'hui ? Alors d'abord, ce type d'attaque est très rare dans l'histoire du terrorisme djihadiste qui a frappé la France depuis 30 ans. Ça ne se compte même pas sur les doigts d'une main. C'est d'ailleurs le plus important qu'on ait connu en France. De très loin, c'est très particulier. Deuxièmement, pour répondre à votre question, il faut tenir compte de l'affaiblissement militaire de Daesh, de l'État islamique, qui, depuis mars 2019, dans la poche de Barouz, en Syrie, a vraiment vécu une défaite militaire. Donc l'ensemble de ces éléments peuvent permettre de penser qu'une telle opération aujourd'hui serait difficilement réalisable à nouveau à l'identique. Donc de manière totalement exogène, avec un commando projeté, ce qui exige une logistique importante, mise en place pendant des mois, permettant l'acheminement de chaque membre du commando et puis ensuite son implantation à proximité du pays visé. En l'espèce, c'était la Belgique pour viser la France. Tout ça exige beaucoup de choses et il n'est pas certain qu'aujourd'hui Daesh soit en état de reproduire à l'identique ce type de scénario. C'est vrai pour d'autres groupes djihadistes. D'abord, êtes-vous d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Cette menace s'est atténuée aujourd'hui pour les raisons que vous venez d'expliquer. La menace exogène, la menace extérieure est complètement effectivement atténuée, en tout cas pour l'Europe de l'Ouest. Mais on doit quand même rappeler que en mars 2024, dans la banlieue de Moscou, on a eu un attentat quand même projeté, commandité, vous savez, dans une salle de concert et un centre commercial en même temps, qui provenait de l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire cette région qui se trouve donc ce qu'on appelle l'EIK. L'EIK, exactement. Et l'EIK, qui est l'EIK ? Où sont-ils situés ? Où sont-ils basés aujourd'hui ? L'EIK a été créé fin 2014, début 2015, justement en Afghanistan. Et le Khorasan, ça fait référence à une région du califat abbasside, dans l'histoire auparavant, qui était extrêmement vertueuse et riche. Et donc l'EI, à chaque fois, se réfère à l'histoire. C'est pareil pour le Cham, là c'est au Khorasan. Et donc, à partir du moment où il y a eu effectivement un affaiblissement très clair territorialement en 2019, on a eu quand même un acheminement des forces médiatiques notamment vers le Khorasan. Et donc, en 2024, vous avez quand même un attentat qui est possible à Moscou. Avec plus d'une centaine de morts, quelques 140 morts, je crois. C'est pour ça qu'effectivement, je pense que nos services de renseignement et nos services de l'État sont tout à fait à même aujourd'hui quand même d'identifier des attaques projetées et commanditées, mais on doit quand même effectivement toujours être vigilant parce qu'il y a quand même une recomposition, une réadaptation de l'État islamique, notamment donc dans des régions, l'Afrique subsaharienne aussi, c'est encore un autre sujet, qui effectivement... Ce sont des antennes de de l'État islamique en réalité auxquelles vous faites référence. Alors, ce n'est pas des antennes au sens caïdiste, c'est-à-dire c'est pas comme Al-Qaïda avec des antennes, c'est simplement que l'État islamique, donc, c'est... vraiment recomposé, recontextualisé après 2019. Et donc, effectivement, ils ont continué d'évoluer dans ces régions-là. Ils étaient déjà implantés. Et il y a eu, effectivement, la chefferie, l'exécutif, la Choura, à réorganiser les choses dans ces deux espaces-là majoritairement. Le fait que les talibans aient repris le pouvoir en Afghanistan, est-ce que ça a facilité la constitution de ce groupe, notamment Alors oui et non, parce qu'en fait, il y avait des forces en présence qui étaient donc très claires jusqu'effectivement en août 2021. Et à partir du moment où les talibans reviennent, l'EIK peut sortir du bois, si je puis dire, et perpétrer d'ailleurs des attentats. Souvenez-vous de l'aéroport, fin août, début septembre, où véritablement il y a eu une opposition entre djihadistes de notre point de vue, en tout cas entre islamistes, puisque les talibans ne se disent plus djihadistes. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est exister. Effectivement, il y a une vraie concurrence dans cette région et l'EIK représente un ennemi très clair, l'ennemi numéro 1 aujourd'hui pour les talibans, alors qu'auparavant, c'était les États-Unis et les alliés. Oui, on peut ajouter que dans l'histoire du terrorisme, du terrorisme djihadiste depuis pas mal d'années, on a toujours ces fameuses zones de combat. Oui.
qui sont des espèces de pompes aspirantes et refoulantes pour un certain nombre de combattants. On sait que lorsqu'il y a eu la guerre en Afghanistan, et il y a eu des camps d'entraînement qui étaient hébergés par un régime qui était plutôt favorable aux djihadistes dans les années 90, même un peu 2000, et que ça a attiré des centaines, voire quelques milliers de combattants en Europe. On sait aussi, par exemple, que lorsqu'il y a eu le début de la guerre en Irak, à partir de 2003, conduite par les Américains, eh bien, ça a attiré un certain nombre de combattants. Alors là, on parle plutôt d'une centaine, je parle sous le contrôle de Jean-François Ricard. Et puis après, il y a eu cet État islamique constitué qui a évidemment attiré là à peu près 1500 Français, plus de 3000 combattants étrangers au plan général. Donc l'affaissement de ces zones de combat, évidemment, diminue le risque que ces pompes fonctionnent. Mais il ne faut pas négliger le fait qu'aujourd'hui, on a quand même des zones grises, si je peux dire, de combat qui restent très importantes. Le Sahel, où les groupes djihadistes ont repris énormément d'emprise, y compris territoriale. Il y a encore des poches en Syrie qui sont extrêmement menaçantes. Il y a l'État islamique au Khorasan. Il y a, du fait du conflit lié au Hamas et à l'attaque du 7 octobre 2023, des zones de combat qui peuvent être aussi projetables. Donc on n'en a pas fini avec les zones de combat et avec les zones d'attirance où des djihadistes peuvent se refaire une... Alors, puisqu'on n'en a pas fini avec ces zones de combat, est-ce que nos services de renseignement, les services de renseignement européens, et plus au-delà, peut-être les services de renseignement d'autres pays, ont un œil tout particulier sur ce cas de figure et cette capacité à enrayer d'éventuelles attaques venues de l'extérieur? Est-ce que c'est le cas? Ça fait vraiment partie des exigences premières de l'ensemble des services de renseignement, et donc ce qu'on appelle la communauté du renseignement. C'est-à-dire suivre de très près les activités de chacune de ces organisations, en particulier, comme cela a été dit de manière tout à fait exacte, de celles qui sont susceptibles d'attirer sur leur sol, à leur base, des ressortissants français, quitte à les reprojeter par la suite dans notre pays. Pour l'Afrique, on s'était attendu fréquemment à ce que des Français rejoignent ces organisations basées dans différents pays. Ça n'a pas été le cas, à quelques exceptions près. En ce qui concerne l'État islamique au Khorasan, ça a été un peu la même chose. Il y a très très peu de Français qui sont partis pour rejoindre cette organisation. Ceci dit, effectivement, et là je rejoins tout à fait Mme Larocque, oui. L'État islamique au Khorasan a réussi en 2024 des opérations d'envergure, de très grande envergure, très loin de ses bases. En Russie, mais aussi en Iran. Moscou, l'Iran. Et en Turquie aussi, je crois, non? Alors, oui. Et il s'intéresse à la France. Il y a quelques jours, un jeune Français a été arrêté à Lyon. Le parquet antiterroriste l'a rappelé. Et il paraissait être, en quelque sorte, un relais de cette organisation. En 2022, il y avait déjà eu, à Strasbourg, des arrestations qui portaient la marque aussi de cette organisation. Donc, l'État islamique au Khorasan s'intéresse également à l'Europe, notamment à l'Allemagne, l'Autriche, et potentiellement à la France, quitte à n'avoir aucun ressortissant français dans ses rangs. C'est donc peut-être l'organisation la plus dangereuse en l'état en ce qui concerne une éventuelle opération qui viendrait de l'extérieur. C'est ce que soulignaient d'ailleurs nos services de renseignement dans une note datée du tout début janvier de cette année 2025. Vous souhaitiez rajouter quelque chose? Je suis absolument d'accord avec M. Ricard, dans le sens en plus où nous avons des ressortissants en France nord-caucasiens qui parlent la langue russe, tout comme, effectivement, ceux qui composent l'EIK actuellement. Donc il y en a vraiment aussi ce lien historique, traumatique entre les personnes qui viennent en fait, de l'ex-URSS, Caucase et Asie centrale. Et effectivement, on a des mineurs, notamment au moment des Jeux Olympiques, qui avaient été arrêtés. Enfin, deux individus vers Saint-Étienne qui voulaient faire justement une attaque sur le club de foot, enfin pas le club de foot, mais le stade de foot de Saint-Étienne, qui effectivement, eux, avaient prêté allégeance à l'EIK. Donc on a vraiment aussi
je pense que les services de renseignement, évidemment, y réfléchissent, cette collusion d'intérêts entre ceux qui sont exilés, qui parlent le russe et qui peuvent avoir des intérêts communs, effectivement, avec l'EIK. On parle de l'État islamique, de l'EIK, du côté caucasien. Al-Qaïda, aujourd'hui, ça reste une organisation opérationnelle pour ce type de projection dont on a parlé. Il y a d'autres organisations, autres que l'État islamique, capables de mener ce type d'opération sur notre territoire. Ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a toujours besoin d'étiquettes. Oui. On a toujours besoin d'avoir besoin de dire ils seront affiliés à ça, à ça ou ça. Oui. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir en mémoire, c'est qu'il y a eu des périodes dites de base zoo, en termes d'attentats, où on pensait que, faute d'organisation, il ne se passait pas grand-chose et que finalement, Al-Qaïda a été une époque avec un espèce de pic, l'État islamique a été une époque avec un certain pic, et entre deux, il ne se passait rien. En réalité, le djihad, lui, il continue de fonctionner à plein régime. Et peu importe les étiquettes. Il y a eu des époques, et Jean-François Ricard est bien mieux placé que moi pour en parler, où il n'y avait pas d'étiquette particulière, il n'y avait pas d'organisation qui commanditait. Cela n'empêchait pas des projets de se préparer, des gens de recruter, des messages d'être diffusés, et maintenant avec les réseaux sociaux. Donc il faut se méfier de se dire l'organisation est affaiblie, mais en gros tout se passe bien. Non, il peut y avoir à bas bruit, si je peux dire, des organisations ou pas d'organisation, mais des groupes qui se structurent et qui peuvent se préparer pour passer à l'action au nom du djihad, qui reste une cause idéologique majeure. Oui. Alors, il semble que ces attentats de type exogène soient moins d'actualité, la menace est peut-être moins pressante, c'est ce que je retiens de ce que vous nous avez dit, et qu'en revanche, la nature du djihadisme et des menaces a changé, et que c'est la menace endogène, celle qui vient de notre pays même, de l'intérieur, qui a pris de l'importance aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et pouvez-nous donner quelques exemples de cette menace dite endogène cette fois, qui vient de l'intérieur? De quoi est-elle faite cette menace? Alors, je partage tout à fait ce point de vue. Et j'irais même encore beaucoup plus loin. La France a été victime du terrorisme djihadiste depuis 30 ans environ. Et au cours de ces 30 années, l'immense majorité des projets d'action ou des actions réalisées ne l'ont pas été à l'origine de la part d'organisations structurées. Le GIA, en 1995. En Algérie. Mais aussi en France, avec la fameuse campagne d'attentats, l'attentat de Saint-Michel, etc. Et puis, nous connaissons 20 ans plus tard les attentats réalisés par l'État islamique, mais toutes les autres actions, il y en a des dizaines, elles ne proviennent pas de réseaux qui sont en quelque sorte affiliés à une organisation structurée, mais beaucoup plus à une mouvance. Et cette mouvance, elle est installée en France depuis longtemps, depuis 30 ans, et en quelque sorte, elle s'est épaissie génération par génération. Les générations ne succèdent pas les unes aux autres, elles s'agrègent les unes avec les autres. Les grands anciens, ceux qui ont aujourd'hui la cinquantaine passée, peuvent être toujours extrêmement efficaces, actifs, pour recruter, donner des ordres, inciter, conseiller. On le voit dans les attentats qui ont lieu au cours des années 2015 et suivantes. On voit par-ci, par-là, un grand ancien, par exemple, que moi j'ai eu l'occasion de connaître 15 ans plus tôt. Donc, c'est cela la situation aujourd'hui, une série de générations qui s'agrègent les unes aux autres, qui aujourd'hui est devenue une forme de terrorisme de masse. On n'est plus comme dans les années 90 avec quelques centaines d'individus. Mais il y a des milliers d'individus concernés, y compris, comme vous l'avez déjà dit, des très jeunes, des mineurs. Milliers d'individus concernés sur notre territoire. Oui. Est-ce que vous pouvez décrire plus au-delà cette mouvance de quoi est-elle faite? Justement pour, elle répond à quel ressort idéologique et comment recrute-t-on ce personnel? Il y a quelque chose à dire, effectivement, en lien avec ce que M. Ricard vient de dire, c'est que quand vous prenez les attaques de Mohamed Merah en mars 2012, vous avez très clairement donc, une affiliation à ce qu'on n'avait pas compris au départ, mais à Al-Qaïda. Or, Mohamed Merah est né en France, dans la cité des Izards, donc à Toulouse, et a été effectivement environné de familles qui se sont radicalisées quand? Pas en 2012, mais au moment
de l'attentat du 11 septembre 2001. Et on a des dossiers aujourd'hui de femmes, notamment, qui nous retranscrivent ce qui a pu se passer en 2001. Donc, effectivement, on a vraiment cette agrégation, en fait, idéologique de radicalité qui vient justement construire, finalement, un effectif de terrorisme de masse. Qu'est-ce qui se passe aussi ? Moi, j'ai essayé de voir aussi dans les dossiers, dans mon livre, justement, ce qui pouvait aussi nourrir et ce qui pouvait, justement, connecter, finalement, l'histoire individuelle à l'histoire collective de ces fameux terroristes djihadistes. Et on voit bien qu'en fait, ce que propose la propagande État islamique ou Al-Qaïda, c'est aussi de grandes idées, de justice, de réparation, qui vont venir parler directement à des gens qui ont un passé traumatique, que ce soit des Nord-Caucasiens, que ce soit des Nord-Africains qui ont été exilés, qui sont arrivés en France dans les années 60-70, en tout cas leurs parents. Il y a quelque chose qui se passe, il faut quand même regarder cela, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi chez les jeunes, puisqu'on a 70% de passages à l'acte, en tout cas de projets d'action violente qui sont issus de personnes qui ont moins de 21 ans aujourd'hui, depuis 2023. C'est les chiffres, puisque M. Ricard... Et parmi eux, beaucoup de mineurs de moins de 17 ans. Exactement, ce que M. Ricard va appeler les nouveaux mineurs. Ouais. Et effectivement, ça, il faut le regarder en face. On a de nouveaux supports. Tout le monde parle de radicalisation en ligne en disant « c'est ça le sujet, ce sont les réseaux sociaux ». Ce n'est pas forcément le sujet, c'est la visibilité de la radicalisation, les réseaux sociaux. Mais il faut regarder identitairement ce qui se passe aussi pour nos jeunes, qui sont peut-être en queue de comète, on verra, mais en tout cas qui appartiennent encore à cette idéologie, à ces idéologies qui sont nées il y a plus de 30 ans. Le danger est là aujourd'hui, Vincent Douzy. Oui, une population assez hétérogène, très difficile, j'imagine, à identifier pour nos services de sécurité. Oui, alors il y a quand même quelques données qui sont intéressantes, qui vont vous permettre de vous donner un ordre de grandeur. Ouais. Par exemple, on sait qu'il y a un fichier des radicalisations dans lequel il y avait, à une époque, il y avait 22 000 noms. Bon, les services ont un petit peu nettoyé tout ça pour environ se concentrer sur environ 5 000 noms qui sont classés, je crois, en 3 catégories de risques, en quelque sorte. Donc, ça fait 5 000 personnes. On a un autre indicateur qui sont le nombre de personnes qui sont surveillées par nos services de renseignement, puisqu'il y a un avis d'une commission spéciale qui fait un bilan tous les ans, et on sait que c'est un petit peu décru, évidemment, depuis les années 2016-2017, mais on est sur 6 à 7 000 personnes qui sont surveillées sur la base de soupçons réels, de radicalisation ou de radicalisation violente. Et donc, voilà. Donc, on a 5 à 7 000 personnes. Et sur cela, on trouve effectivement de plus en plus de mineurs. De plus en plus de mineurs. Ce qui vient d'être dit. Ouais. Et ça, on le voit à travers les données récentes du PNAD d'ouverture de dossiers dans l'année 2025, où on est, je crois, c'est ce qu'a dit le procureur il y a quelques jours, on est à 17 mineurs dossiers ouverts sur des actions d'association de malfaiteurs terroristes en France depuis le début de l'année. On était à 19 l'année dernière, pour l'année 2024, et ce chiffre a largement augmenté. On est à peu près à 20% des ouvertures de dossiers pour des affaires de terrorisme en France qui concernent des mineurs. Je parle sous votre contrôle, monsieur. Alors, on a évidemment envie de vous demander si tout cela est sous contrôle. Contrôle du service de renseignement, du parquet national antiterroriste, qui juge de plus en plus d'individus. Parce que, entre-temps, avec la création de ce parquet national, notre arsenal législatif s'est considérablement renforcé. Il faut tout de même le souligner depuis 2019. Est-ce que tout cela est sous contrôle concernant ces fameuses menaces venues de l'intérieur ? Alors, pour les jugements, parce que c'est quelque chose de très important, la France juge le terrorisme. Et à telle enseigne, 2 chiffres sont extrêmement parlants. Entre les premiers dossiers djihadistes, 1994, et la création du PNAD 2019, donc en 25 ans, moins d'une dizaine de ces dossiers ont été jugés par la Cour d'assises. En revanche, pendant les 4 premières années du PNAD, 2019-2023, 4 années, il y a eu près de 80 dossiers jugés devant la Cour d'assises. Autrement dit, en 4 ans, 8 fois plus qu'en 25 ans. Et à côté de cela, il y a eu 260 dossiers qui ont été jugés devant le tribunal correctionnel. C'est-à-dire une activité énorme de jugement comme nous n'en avons jamais vécu dans toute notre histoire judiciaire. Ça, c'est un premier point. Le contrôle par les services de renseignement et l'activité de police judiciaire, évidemment, sous la direction des magistrats, est
paradoxalement beaucoup plus difficile à réaliser avec des individus un peu isolés ou fonctionnant en tout petits groupes que si on travaille sur un réseau. Lorsqu'il y a un réseau, on va avoir un élément et puis après on va tirer des fils. On va utiliser toutes les méthodes que la loi va nous confier, mais ça va être beaucoup plus difficile si l'individu est isolé, inconnu jusque-là, et peu actif sur les réseaux, étant particulièrement prudent, puisqu'il connaît maintenant, c'est publié partout, toutes les recommandations qu'il doit mettre en œuvre afin d'apparaître comme étant le plus discret possible et de passer sous les radars. Donc c'est à la fois un risque d'action terroriste, je dirais peut-être d'une ampleur bien moindre que ce qu'on a connu, mais beaucoup plus difficile à détecter. Et c'est notamment à partir de 2023, moi que j'avais, lorsque j'étais en fonction, constaté cette émergence des mineurs. Au début des années 2000, il n'y en avait pas un seul. Dans la deuxième partie des années 2010, on a commencé à en voir apparaître, et à partir de 2023, le nombre de ces mineurs impliqués a véritablement fortement augmenté et reste dans cette augmentation actuellement. Et ça sera Oui, vous voulez dire quelque chose? Juste peut-être une chose aussi, je pense que l'attentat commis à l'endroit de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, est quand même un moment aussi très particulier parce que un jeune homme de 18 ans, Abdullah Kanzoraf, alors il a 18 ans, on n'est pas effectivement dans le mineur, mais il venait d'avoir 18 ans. D'origine caucasienne, en l'occurrence. Nord-caucasienne, tchétchène, exactement, va effectivement commettre cet attentat. Et donc, effectivement, en 2023, on a aussi à l'école de nouveau Mohamed Mogouchkov qui passe à l'acte contre Dominique Bernard, qui lui a 20 ans, mais a été scolarisé au moment en fait, de sa minorité avec ce professeur. Donc, il y a aussi, cette, si je puis dire, cette ambiance scolaire qui vient aussi s'ajouter à tous ces passages à l'acte. C'est-à-dire qu'on va avoir l'école de la République qui va être concernée par d'anciens élèves en plus de cette école de la République. Et ça, c'est quand même quelque chose à relever. Alors, effectivement, ils ne sont pas mineurs, ils n'ont pas 13 ans, mais je pense que ça fait partie aussi de ce phénomène qui est en train de prendre aussi actuellement en France et en Europe de l'Ouest de manière générale. Et phénomène auquel il faut être de plus en plus, évidemment, vigilant. Vous le soulignez tous, d'ailleurs, dans vos différentes interventions que j'ai pu lire sur le sujet. Vraiment, un grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc. On aurait bien évidemment voulu passer beaucoup plus de temps avec vous pour savoir si oui ou non nous sommes à l'abri de revivre les mêmes attentats que ce vécu il y a 10 ans, le 13 novembre 2015. Merci à Daniel Pseny pour ce formidable documentaire qu'il nous a proposé Vendredi Noir pour ce débat doc aujourd'hui. Félicité Gavalda et Thibaut Brosset-Ekel m'ont aidé comme à l'accoutumée à présenter cette émission. Vos réactions, ça sera sur hashtag débat doc, et je vous donne quant à moi rendez-vous pour un prochain débat doc, bien sûr, avec son documentaire et son débat. À très bientôt.